Si le projet d'adaptation du roman Projet Dernière Chance d'Andy Weir s'est donné les moyens de ses ambitions avec un budget total compris entre 150 et 250 millions de dollars selon les sources, l'argent injecté n'était pas pour autant synonyme de qualité, n'est-ce pas Avatar 2 et 3, ni de succès commercial. De même au rayon casting, Ryan Gosling nous avait habitués jusqu'ici à camper le rôle du héros sombre et taciturne, s'autorisant rarement à sortir de sa carapace stoïque avec Drive et Blade Runner, mais il campe ici un personnage à la personnalité moins retenue et plus positive, laquelle est parfaitement adaptée au sujet de l'histoire comme à ses enjeux. Le tout allégeant l'oppressante menace de l'extinction de plusieurs soleils servant de toile de fond. D'ailleurs, si l'histoire est relativement simple, relativement caricaturale, cela permet toutefois de bien développer la relation entre Gosling et l'étrange extraterrestre de Pierre. Pour la faire courte, Gosling est un scientifique envoyé en mission pour comprendre le fonctionnement d'une substance cosmique qui absorbe l'énergie du soleil comme le ferait un micro-organisme. Il doit empêcher l'extinction de tous les soleils menacés par cette substance. Dit comme ça, vous comprenez très vite que l'intérêt du film ne se situe pas exactement là. Mais avant, au rayon des éléments inattendus, le duo de réalisateurs formé par Phil Lord et Christopher Miller, qui s'est fait connaître pour La Grande Aventure Lego ou 21 Jump Street, n'en faisait pas des choix évidents pour un drame spatial sérieux, mais ça, c'est a priori, puisqu'ils ont également réalisé Spider-Man Into the Spider-Verse. Or, ils sont bons justement pour introduire de l'émotion et du sérieux chez des personnages dont l'apparence, le design prête à sourire. Contrairement à d'autres, je pense que justement, ils étaient parfaits pour l'adaptation de ce roman. Parce que l'apparence étrange, voire enfantine de l'alien colle tout à fait à leur style décalé, mais capable de réelle gravité émotionnelle, capable de gravitas. Un des gros points forts du film, c'est d'avoir fait le choix du mélange entre effets pratiques et CGI pour animer Rocky l'alien du film. Or là où ça relève du miracle, c'est qu'ils n'ont pas joué la carte de la facilité, ils ont refusé d'imiter James Cameron en faisant un alien qui n'a pas le début d'une caractéristique anthropomorphe sur le plan physique. Vous comprenez bien qu'un humanoïde bleu au corps athlétique et au visage très proche d'une autre, ou un bébé vert comme bébé Yoda, sont bien moins un défi à rendre attachant pour le grand public que ne peut l'être un tas de cailloux vivants qui n'a pour lui que sa personnalité. Il faut saluer la prise de risque. En concernant les musiques, elles sont assez communes pour le thème du voyage spatial, rien de très original, mais bon, si ce style de musique planante est aussi représenté dans ce genre de film, coucou Interstellar, c'est bien que ça fonctionne. Et comme ils ont déjà pris un risque sur l'apparence de l'alien, c'était assez logique de ne pas en prendre encore davantage avec une bande-son décalée. Au niveau des réceptions des critiques, le film est à environ 4 sur 5 sur Allociné, à environ 4 sur 5 sur la note des spectateurs et à 8,5 sur IMDb. Petite anecdote, le film serait pressenti pour plusieurs nominations aux Oscars, notamment pour un Oscar du meilleur acteur dans un rôle principal, forcément pour Ryan Gosling. Mais il faut quand même aussi souligner l'une des grandes forces du film, c'est de faire preuve d'un degré de réalisme suffisant du point de vue scientifique pour que l'on ne finisse pas par se facepalm à chaque scène, tout en étant assez éloigné d'un respect absolu de la réalité scientifique, permettant ainsi d'éviter au public de s'endormir devant l'écran ou d'empêcher carrément l'histoire d'avoir lieu. Évidemment que un organisme capable de détruire des soleils, bon, ça n'a pas trop de sens. Par contre, le film respecte très bien les lois de la mécanique spatiale, notamment les changements de trajectoire qui nécessitent du temps, du carburant et des calculs précis, dont l'importance est illustrée dans la vraie vie avec l'exemple de l'assistance gravitationnelle, ou autrement appelé l'effet de fronde gravitationnelle, qui est une manœuvre utilisée pour modifier la vitesse et la trajectoire d'un vaisseau spatial en exploitant le champ gravitationnel d'un corps céleste. Cette technique permet d'économiser du carburant et d'atteindre des vitesses autrement inaccessibles par la seule propulsion.
et elle consiste pour un engin spatial à passer à une proximité suffisante d'un corps céleste pour pouvoir profiter de la vitesse comme de la masse de ce corps afin de repartir sur une nouvelle trajectoire et d'augmenter sa vitesse dans le même temps. Le corps céleste perd une quantité infinitésimale de son énergie orbitale qui est transférée au vaisseau. Globalement, les vitesses relatives entre objets dans l'espace sont traitées correctement, les distances à parcourir sont un véritable défi à relever pour Gosling, le vaisseau ne vire pas comme pourrait le faire un avion de chasse avec des virages serrés, en équerre, en tonneau. Non, là, d'abord il pivote, puis il effectue une poussée dans une direction différente. Les délais que mettent les communications pour passer de l'émetteur au récepteur sont cohérents avec les distances à parcourir. Globalement, le film nous montre plutôt fidèlement comment fonctionne une mission spatiale, avec bien sûr des nuances. Ensuite, au niveau du voyage interstellaire, sur des distances aussi grandes, même si bien sûr nous n'avons pas la technologie pour envoyer des humains suffisamment près de Tau Ceti, un soleil qui existe réellement dans notre système solaire et qui est situé à 12 années-lumière de la Terre dans la constellation de la Baleine, lequel ne possède qu'environ 78% de la masse de notre soleil. Le film respecte les contraintes en durée et en ressources qu'implique le voyage entrepris par Gosling, en prenant simplement la liberté d'inventer un carburant hypothétique sans lequel un tel voyage serait de toute façon irréaliste. Mais en plus, sans lequel la chose qui dévore les soleils les aurait dévorés bien avant que Gosling ne parvienne à s'approcher de Tau Ceti. D'ailleurs, du fait de cette distance, le film intègre, comme a pu le faire Interstellar avant lui, la notion de relativité restreinte d'Einstein, qui, en vulgarisant, postule que plus la vitesse d'un objet est élevée, plus le temps s'écoule lentement pour celui-ci. En conséquence de quoi, le vaisseau spatial de Gosling et la planète Terre évoluent très logiquement dans des temporalités différentes. Ensuite, concernant le volet biologique, là par contre le fonctionnement de l'organisme de Rocky est intégralement spéculatif, mais cohérent avec les règles fixées dans le cadre du film. Cette biologie, elle reste fondée sur des principes plausibles. Le besoin d'une atmosphère différente, un métabolisme qui n'a rien à voir avec le nôtre. De même pour la baisse d'activité solaire, les modèles climatiques actuels montrent qu'une baisse de luminosité de quelques pourcents suffirait à faire chuter la température mondiale de plusieurs degrés. Enfin, Gosling campe un véritable personnage de scientifique, c'est-à-dire qui formule de multiples hypothèses, qui les élimine ensuite au fur et à mesure de ses échecs, qui les améliore ou les modifie au fur et à mesure de ses tests, de ses observations faites dans le cadre des protocoles reproductibles, appelés communément des expériences scientifiques. Ce n'est pas Gary Sue qui trouve toutes les solutions aux moindres problèmes se posant dans le film, par l'opération du Saint-Esprit, ou qui n'aurait même pas besoin de les chercher parce qu'il est quasiment omniscient. N'est-ce pas, Ray Palpatine? Enfin, à travers le rapprochement entre deux personnes aussi différentes physiquement, en apparence, dans leur biologie, ce film pointe du doigt ce qui rapproche réellement les individus entre eux, à savoir le fait d'avoir vécu des expériences et des souffrances comparables, voire identiques, mais aussi d'avoir des objectifs et des intérêts communs. Oui, au fond, c'est un ensemble de critères rationnels mis bout à bout qui nous décident à nous allier ou à apprécier telle ou telle personne, contrairement au mythe politique d'un vivre ensemble dans lequel il suffirait de vouloir qu'il advienne, sans se donner la peine de donner aux individus des choses ou des idées sur lesquelles ils s'accordent et qu'ils décideront de protéger, de faire fructifier, leur permettant ainsi de former une société. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.